Merci, Dr El-Ghemiri. Je voudrais remercier Monsieur le Président pour m'avoir confié cette question à laquelle je ne trouve pas de réponse. Donc, pour introduire, l'asthme, c'est une maladie chronique inflammatoire qu'on connaît tous. Elle est multigénique, plus que 100 gènes sont incriminés dans la genèse de cette pathologie. Il existe plusieurs phénotypes, allergiques, non allergiques, TH2, haut, TH2 bas, asthme neutrophilique, asthme éosinophilique. Chez les nourrissons, la prévalence est de 20%. Et le diagnostic est en fait difficile parce que c'est un diagnostic d'élimination. Il se base sur des critères. Il faut faire attention au sous-diagnostic. Est-ce qu'on va traiter un enfant, un nourrisson qui siffle, mais aussi au surdiagnostic? Est-ce que tout enfant qui présente des infections respiratoires à répétition, il faut l'étiqueter asthme et démarrer un traitement de fond? Les profils évolutifs sont très différents. On ne peut pas parler de l'asthme chez l'enfant préscolaire, et je désigne par préscolaire nourrissant et l'âge inférieur à 5 ans, sans parler de théorie hygiéniste qui stipule qu'il y a certains facteurs qui augmentent le risque de survenue d'asthme et d'autres qui le diminuent. En l'occurrence, la génétique, si papa ou maman est asthmatique, il y a le risque de transmission d'inflammation TH2. La santé et le régime alimentaire chez la maman. Si la maman fume ou vapote, elle va polariser l'inflammation de TH1 vers TH2 et donc il y a un risque de survenue d'asthme chez l'enfant préscolaire. La prise d'antibiotiques in utero ou en période néonatale augmente le risque de survenue d'asthme aussi. Le mode de délivrance, la césarienne, augmente le risque de survenue d'asthme. En revanche, une délivrance par voie normale, un accouchement par voie normale, on diminue le risque. Le type d'allaitement, il n'a pas été décrit que l'allaitement maternel prévient contre la survenue de asthme. Par contre, il augmente l'immunité. Le régime alimentaire, aucun régime n'est documenté comme prévenir le risque de survenue d'asthme. On disait que les fast-foods augmentent le risque d'asthme, mais ce n'est pas bien fondé. Le rond dans la fratrie, un enfant qui a un frère asthmatique a plus de risque d'avoir un asthme. Pour les animaux domestiques, le contact avec les chats de façon précoce prévient le risque de survenue d'asthme. Les infections virales, en particulier les infections à VRS, les infections à rhinovirus, augmentent le risque de sifflement et de wheezing ultérieurement. Et enfin, le mode rural, le mode de vie fermier, diminue le risque de survenue d'asthme par le contact précoce avec les allergènes. Quelques fondamentaux, c'est la marche atopique. Est-ce qu'on peut parler de marche atopique ou alors de trajectoire atopique? Cette histoire naît des barrières qui sont en contact avec les allergènes, notamment la peau, le nez, le poumon et la bouche. Et donc, on a la dermatite atopique qui est le mode d'entrée dans la marche atopique, puis vient par la suite l'allergie alimentaire, surtout quand elle est IgE médiée, puis la survenue d'asthme, ensuite la rhinite, et on peut parler même d'œsophagite à éosinophile. Est-ce que l'un qui apparaît puis l'autre qui le succède, ou est-ce qu'il y a des trajectoires? On peut avoir en fait une dermatite atopique et un asthme, une rhinite atopique et un asthme, et ainsi de suite. On n'a pas un asthme, mais on a des phénotypes d'asthme. Et le phénotype, c'est l'interaction entre le génotype et les facteurs de l'environnement. Et on sait tous que si on a des yeux marrons, on a l'allèle qui a donné cette couleur et nos yeux seront marrons durant toute la vie. Il y a deux phénotypes en fonction de l'âge de début et en fonction de l'étiologie. Il y a le type siffleur transitoire, siffleur tardif
et siffleurs donc persistants. Les siffleurs transitoires, ils ont sifflé précocement avant l'âge de 3 ans et ils vont plus siffler. En général, ils n'ont pas d'atopie, leur fonction pulmonaire est normale et c'est dû à un tabagisme chez la maman, le plus souvent. Les siffleurs tardifs, le sifflement apparaît après l'âge de 3 ans et il persiste au-delà. Ils ne sont pas atopiques non plus et ils ont une fonction respiratoire normale. Et finalement, les siffleurs persistants, mais qui ont un début précoce. Il a sifflé une fois quand il était nourrissant et par la suite, le sifflement persiste au-delà de 6 ans. Ils ont une fonction respiratoire qui est altérée. Et on a la deuxième entité, c'est en fonction de l'étiologie. L'asthme chez le nourrisson, il est viro-induit et c'est un asthme de bon pronostic, alors que l'asthme chez le grand enfant, il est plutôt allergique et on ne va pas dire qu'il est de mauvais pronostic, mais il a tendance à persister et perdurer dans le temps. Pour poser le diagnostic positif, ça paraît facile, mais en réalité, il ne l'est pas, parce qu'il y a les recommandations de GINA, recommandations de SP2A. Le GINA dit qu'il faut avoir 3 critères qui doivent être réunis. C'est plusieurs épisodes de sifflement, c'est-à-dire une récurrence, ou bien un épisode de sifflement, mais avec des symptômes qui sont équivalents d'asthme entre les épisodes. Deuxième critère, il faut avoir éliminé les autres étiologies. Et troisième élément, c'est la bonne réponse au traitement, au bêta-2 mimétique, soit utilisé chez lui, à domicile, ou bien, je ne sais pas pourquoi ça passe, ces plaques. J'enlève. Et là, le troisième critère, c'est la bonne réponse au traitement, que ce soit corticothérapie orale utilisée à domicile, corticothérapie utilisée dans une structure hospitalière, où il a utilisé un corticostéroïde inhalé pendant 3 mois et il y a eu une bonne réponse thérapeutique. Dans cette définition, on n'a pas besoin d'atopie ni personnelle ni familiale, alors que dans la SP2A, il faut qu'il y ait 2 épisodes de sifflement avec une atopie personnelle ou familiale, ou 3 épisodes de bronchiolite virale chez le nourrisson âgé de moins de 2 ans, ou bien chez le nourrisson âgé de 1 an, un seul épisode de sifflement. Et là, si je demande à la salle, est-ce qu'ils retiennent facilement le diagnostic de l'asthme du nourrisson chez un nourrisson âgé de plus de 1 an, je pense que personne n'aurait le courage de retenir ça. Et donc, je pense qu'il faut revoir cette recommandation. Donc, là, pour dire que la définition, elle est un peu délicate. Et ça suppose qu'il faut éliminer les diagnostics différentiels, qui sont donc le reflux, l'inhalation de corps étrangers, la bronchite bactérienne persistante, professeur Bosfeha en a parlé en long et large, les maladies générales, la dyskinésie ciliaire primitive. Pour poser le diagnostic, on a besoin juste de l'étude génétique, sinon le héno nasal, pas le héno exhalé bronchique qui est effondré. On peut faire une biopsie bronchique avec étude génétique, on l'envoie à l'étude génétique, un prélèvement, l'autre prélèvement, on l'envoie à la NAPAT et étude microscopie électronique, et les autres diagnostics, mucoviscidose, donc déficit immunitaire qui soit primitif ou secondaire, cardiopathie, trachéobronchomalacie qu'on va diagnostiquer à la bronchoscopie. Est-ce qu'on a besoin des explorations? Dans
cette tranche d'âge, moins de 5 ans, c'est difficile de réaliser les courbes débit-volume. En revanche, on peut utiliser les résistances. On se base sur actuellement les Z-scores et non pas les pourcentages. Les résistances sont élevées pour le RINT, l'interruption des débits, supérieure à 2 Z-score. Et quand on fait la réversibilité, c'est-à-dire on donne 4 bouffées de bêta-2 mimétique et on recontrôle après 10 minutes et la durée a été raccourcie à 10 minutes, on voit qu'il y a une baisse des résistances de 35%. La technique utilisée dans le service, c'est le RINT. Chez ceux chez qui on se permet courbe débit-volume parce qu'ils sont coopérants, donc on va rechercher le TIFNO qui est inférieur à 1,64 pour le Z-score et le VMS va augmenter de 10% après 400 microgrammes de bêta-2 et c'est la réversibilité. On cherche aussi la distension par le VR sur CPT. Est-ce qu'on a besoin d'un bilan allergologique? Pas forcément, sauf si, chez le nourrisson de moins de 2 ans, sauf s'il y a une allergie alimentaire sévère documentée ou des manifestations extra-respiratoires, ou si c'est un asthme qui est sévère. Bien sûr, on peut le réaliser après avoir donc dit aux patients de ne pas prendre ni antihistaminique pendant 7 jours, ni corticothérapie orale. Et c'est chez les moins de 2 ans, on teste les acariens, des FDP blomiens, le chat aussi, rarement le chien, et il ne faut pas oublier les trophallérgènes, si allergie IgE média associée, le lait, l'œuf et l'arachide. La technique, c'est les prick-to-prick pour les trophallérgènes. Chez les enfants âgés de plus de 2 ans, on peut tester les acariens des FDP blomia. L'alternaria, c'est une moisissure. Le chat, les 5 graminées, fléoldactyle, le cyprès, l'olivier fréquent dans notre contexte, et plus ou moins les blattes. Est-ce qu'il y a des comorbidités? Bien sûr, il y a le SAOS, il y a l'obésité, il y a le reflux, mais la rhinite allergique, pour ne citer qu'elle, parce que les enfants qui ont une rhinite vont développer un asthme dans 50 à 80% des cas. Donc, on l'évalue par le score de Paréo et on la classe selon la classification de l'ARIA en rhinite persistante, légère ou modérée, intermittente ou persistante, sévère, légère et modérée. Et les principes du traitement sont basés sur la loi de Poiseuil. Quand on a une réduction du volume et les quadruplés, il faut réduire le volume et donc il faut désobstruer et donc donner un corticoïde intranasal. En revanche, quand on a une rhinorrhée, c'est une histoire d'écoulement, c'est une histoire de viscosité, d'accord? Et donc là, il faut fluidifier. Pour les bases du traitement, c'est le CSI, corticostéroïde inhalé, en STEP. Le STEP 1, c'est bêta-2 mimétique à la demande. Le STEP 2, c'est corticostéroïde inhalé low dose. Le STEP 3, c'est on double la dose, c'est-à-dire on augmente de 50%. Et le STEP 4, il est réservé à l'asthme dit sévère. Quel est le rationnel pour... il faut choisir quel STEP? C'est en fonction du contrôle. Un bien contrôlé, c'est STEP 1, et un non contrôlé, c'est STEP 2 et au-delà. Un nourrisson qui a fait une exacerbation modérée à sévère, il faut commencer d'emblée par un STEP 3. Et pour le STEP 4, c'est des enfants qui ont eu une forte charge thérapeutique, corticostéroïde dose élevée, c'est-à-dire 500 microgrammes pour cette tranche d'âge. Et là, il faut penser à un asthme neutrophilique, il faut réaliser un LBA, rechercher les neutrophiles et les mettre sous macrolide à dose anti-inflammatoire, c'est-à-dire la moitié de la dose, 1 jour sur 2, par exemple lundi, mercredi, vendredi, sur une durée qui est prolongée 6 mois, et après avoir réalisé un ECG pour éliminer un QT lent. Il faut savoir qu'on peut donner l'association à partir de 4 ans, CSI plus là-bas, et toujours pour passer d'un step à l'autre, il faut éliminer les comorbidités, les faux asthmes, les problèmes d'observance, etc. La nouveauté dans l'exacerbation de l'asthme chez le préscolaire, c'est qu'en cas d'exacerbation légère à modérée, il faut donner 4 bouffées et non pas 2 bouffées. C'est-à-dire on peut aller jusqu'à 16 bouffées si on fait 4 bouffées par jour. Et on peut nébuliser le bromure d'ipratropium. Quand la crise est sévère, il faut donner 6 bouffées de base bêta-2, le bromure d'ipratropium, le corticostéroïde oral, et on peut donner même le sulfate magnésium, 40 mg par kilo, en injectable dans les crises modérées.
Les scores de pronostic de l'asthme du nourrisson, c'est-à-dire la probabilité d'avoir un asthme après l'âge de 6 ans, elle se base sur des critères majeurs et des critères mineurs. Les critères majeurs quand on a un parent asthmatique, quand on a d'eczéma, et les critères mineurs quand on a la rhinite, l'éosinophilie supérieure à 4% et un dessifflement en dehors des rhumes. Pour être donc très convaincu que c'est un asthme, il faut avoir 3 épisodes de sifflement avec un majeur seulement, et on est moins convaincu quand on a un épisode avec un critère majeur et 2 critères mineurs. Quels sont les facteurs de persistance de l'asthme? Là, c'est en compilant les données de la littérature, il s'avère que le tabagisme passif, la sensibilisation précoce aux pneumallergènes, la sensibilisation, qu'elle soit précoce ou tardive, des trophallergènes, l'atopie parentale, le garçon parce qu'il a le calibre des voies aériennes qui rétrécit, mais le sexe ratio s'inverse à l'âge adolescent, et donc c'est la fille qui est donc prédisposée à faire de l'asthme. L'obstruction bronchique, c'est-à-dire on a un typhno donc, qui est diminué et qui persiste, c'est une obstruction qui est fixe aux EFR, et quand l'enfant a fait des manifestations dites sévères au cours de la petite enfance. Une autre étude montre que c'est à peu près les mêmes facteurs qui prédisposent à la persistance de l'asthme, sauf que le sexe masculin et un asthme d'emblée plus léger et sans liaison semble de meilleurs pronostics. Et donc, c'est toujours la prédisposition génétique, les antécédents familiaux d'atopie, c'est le début précoce de l'allergie et de l'atopie, et une fonction respiratoire altérée, c'est-à-dire un VMS inférieur à 60. On ne peut pas parler de l'évolution de l'asthme sans toucher un mot sur la cohorte de Tuxan, qui définit plusieurs phénotypes. Parmi les 38 nourrissons siffleurs, ils ont trouvé 20% sont des siffleurs qui sont transitoires. Il y a des siffleurs tardifs qui ne représentent que 15%, et il y a des siffleurs persistants qui ont débuté très précocement dans un pourcentage de 14%. Sauf que GINA 2025 dit que cette étude n'a pas de bonne valeur prédictive positive et a une faible sensibilité. Et donc, on peut dire qu'elle a été rejetée. L'asthme du nourrisson, il est viro-induit et c'est le plus fréquent. Et d'ailleurs, le risque d'asthme persistant à l'enfance est de 52 à 58%. Le risque quand on a fait une infection virale à rhinovirus est faible. Après une bronchiolite, c'est 4%. En revanche, il est de 1/5 pour une bronchiolite à VRS. Mais en général, on va dire que c'est un asthme qui est de bon pronostic. Et dans la cohorte de Tuxan, l'infection à VRS augmente le risque de sifflement à l'âge de 6 ans. Mais ce facteur n'est pas significatif après l'âge de 13 ans. Et les infections sévères à rhinovirus ont un risque d'évoluer vers un asthme persistant au cours de l'adolescence. Une autre étude a scindé les phénotypes en clusters, c'est-à-dire est-ce que c'est un asthme qui est viro-induit, qui nécessite une faible charge thérapeutique en corticostéroïdes inhalés, cluster 1, ou c'est un asthme qui est atopique, sévère, non allergique, qui nécessite une forte charge en corticostéroïdes inhalés, cluster 3, ou c'est un cluster 2 qui est dû non pas à des virus, mais à des éléments de l'environnement et multifactoriels. Mais ces phénotypes et ces clusters ne sont pas prédictifs du pronostic à long terme et peuvent varier dans le temps. Quels sont les pronostics à long terme de l'asthme? Chez le nourrisson, un début précoce de sensibilisation, une atopie, qu'elle soit personnelle ou familiale, rhinite, dermatite atopique, oesophagite à éosinophile, eczéma ou une hyperactivité bronchique, c'est-à-dire des enfants qui sifflent, des enfants qui ont donc un syndrome obstructif, sans pour autant rentrer dans la définition de l'asthme. Ils ont à la fois le risque de rechute,
des sifflements et à la fois le risque de persistance des sifflements. En compilant les données de la littérature, Guillaume Lesmy relate certains facteurs de risque de persistance de l'asthme de la petite enfance à l'âge scolaire, et il dit que c'est des facteurs génétiques, c'est-à-dire toujours le terrain d'atopie chez les parents, papa et maman, des facteurs personnels, toujours la même chose qui sort, rhinite, dermatite atopique, allergie alimentaire, la nature de l'asthme, c'est-à-dire est-ce que le nourrisson a fait des exacerbations sévères au cours de la petite enfance, et ou alors est-ce qu'il a fait des exacerbations en dehors des infections virales. Et les marqueurs de l'atopie, les marqueurs de l'inflammation TH2, c'est-à-dire qu'on va faire un dosage des éosinophiles, IgE spécifique, sensibilisation, test cutané, etc. Et donc cette étude montre que la présence d'une sensibilisation allergique est un facteur important de persistance de l'asthme. Et le poids de la sensibilisation précoce aux pneumallergènes a été donc confirmé et conforté par plusieurs cohortes. Cette diapo montre le lien entre l'infection par rhinovirus et le risque de survenue de sifflement. Et donc, cette infection par rhinovirus chez des nourrissons qui sont prédisposés génétiquement augmente le risque de sifflement et de survenue de l'asthme, comme le montre cette belle étude du New England Journal. Qu'en est-il de l'atopie et la persistance de l'asthme? Sur cette cohorte de 1314 enfants, étude menée en Allemagne, Manchester, chez des nouveau-nés, ils ont prélevé les IgE du cordon et chez les parents qui étaient atopiques. Les IgE spécifiques étaient élevés et ils ont regardé les IgE spécifiques à l'âge de 1 an, 3 ans, 2 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans. Et l'objectif, c'est corréler la relation entre l'atopie et la survenue de l'asthme. Et cette étude montre que chez les atopiques, 59%, chez les non-atopiques, 59% étaient asthmatiques. Chez les atopiques, c'était 94%. Ceci dit, les siffleurs sensibilisés de parents atopiques gardent leurs symptômes, alors que les siffleurs non sensibilisés perdent leurs symptômes. Et donc, il y a un lien étroit entre l'atopie parentale et la persistance de sifflement. Qu'en est-il de l'allergie, cette fois, et la persistance de l'asthme? Sur cette étude portant sur 9801 enfants, ces deux cohortes, certains avaient un asthme avec eczéma et d'autres asthmes avec rhinite. Ils ont évalué ces enfants à l'âge de 1 an, de 3 ans, de 5 ans, de 8 ans et 11 ans. Donc, ils l'ont suivi sur 10 ans à peu près. Et ils ont trouvé que ceux qui avaient un eczéma et une rhinite, même si elle est développée tardivement, ont plus de risques de persistance d'asthme à l'âge scolaire. D'accord? Comme en témoigne donc la classe, classe 3 et classe 5, classe 6. Excusez-moi, je n'ai pas de pointeur. Est-ce qu'on peut parler de rémission ou de guérison? Selon le GINA 2025, c'est difficile de dire rémission parce que dans certaines études, 59% des enfants qui avaient un wheezing en âge préscolaire n'avaient plus ce wheezing à l'âge de 6 ans. Et dans une autre étude, 15% qui avaient un wheezing qui est persistant n'ont plus sifflé à l'âge de 9 ans. Et donc, vous voyez que les pourcentages sont variables selon les études. Et la rémission, elle est clinique, peut être clinique, elle peut être physiopathologique. Donc, in fine, la rémission n'est pas synonyme de guérison. Et il faut insister sur l'intérêt d'évaluer la fonction respiratoire, le VMS en l'occurrence, chez les asthmatiques, même s'ils sont en rémission. Et donc, on peut trouver
qu'il y a un déclin de la fonction respiratoire, ça nous alerte, il faut le remettre sous traitement de fond, ne serait-ce qu'une petite dose optimale efficace de CSI. Est-ce que mon enfant est guéri de son asthme? C'est la question que nous posent souvent les parents durant nos consultations. Donc, selon les GINA, les lignes de réponse, c'est il faut dire que votre enfant va bien jusqu'à présent et il faut dire qu'il ne faut pas prononcer le mot rémission parce que les parents vont comprendre qu'il est en guérison. Premier point. La deuxième chose, il faut convaincre les parents que même si l'enfant est asymptomatique pour le moment et zéro symptôme, asthme contrôlé, l'asthme peut récidiver et il y a un risque de récurrence. Et donc la réponse est non. Est-ce que mon enfant est guéri de son asthme? Selon GINA 2025, la réponse est non. Donc, pour conclure, on ne parle pas d'un asthme, mais on parle des asthmes parce qu'il y a plusieurs phénotypes. Mais on peut s'orienter. L'asthme viro-induit, à VRS ou à rhino, il disparaît dans la majorité des cas et ne nécessite qu'une faible dose de corticostéroïdes inhalés. Et il va être contrôlé. Deuxième catégorie, l'asthme allergique chez les préscolaires. Là, c'est une forme qui est sévère et qui nécessite, on va dire, une charge de corticostéroïdes modérée à élevée et on ne peut pas prédire de l'évolution. Il faut savoir que certains phénotypes n'existent pas au début et ils peuvent réapparaître tardivement. D'ailleurs, il y a des adultes qui nous disent qu'on rencontre qu'ils n'étaient pas allergiques à certaines choses et ils le sont devenus. Et le message clé de ce topo, c'est qu'une rémission clinique et une absence de symptomatologie n'est pas équivaut à une disparition complète de la maladie. Et donc, on ne peut pas prédire pour un enfant donné si son asthme va persister ou s'il est complètement rentré en rémission. Je vous remercie.